L'histoire que vous allez écouter est une merveilleuse histoire de vengeance et d'amour. S'il vous plaît, si l'histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Merci de nous suivre. Laurent Blanchard était un homme séduisant et imposant, propriétaire du groupe Blanchard, un conglomérat d'entreprises spécialisé dans la construction et l'investissement immobilier. Sa présence dégageait une aura de pouvoir, de la coupe impeccable de ses costumes à son regard ferme qui semblait calculer la valeur de tout ce qui l'entourait. Marié pendant des années, il avait construit non seulement un empire de béton et d'acier, mais aussi une famille. Il a eu 5 enfants, mais sa femme, la lumière de sa vie, est décédée tragiquement dans un accident de voiture, le laissant seul pour élever les enfants et gérer un vide qui semblait trop grand à combler. Il y avait 2 garçons et 3 filles, dont l'une, Isabelle, une adolescente récemment devenue une tempête de rébellion, ajoutant encore plus de défis au quotidien déjà chaotique du millionnaire. La situation devenait incontrôlable. Les réunions d'affaires étaient interrompues par des appels de l'école. Les contrats de plusieurs millions d'euros étaient signés avec l'esprit préoccupé par la fièvre du plus jeune. Plus d'une fois, Laurent a dû quitter une présentation importante pour aller chercher l'un de ses enfants qui s'était battu à l'école ou pour les consoler de leur cauchemar la nuit. Il dormait en moyenne 4 heures par nuit, toujours avec son téléphone portable à côté du lit, attendant la prochaine urgence. Ses cheveux, autrefois parfaitement sombres, commençaient à montrer des fils gris sur les tempes. Ses cernes profonds trahissaient des nuits blanches, et son sourire, qui illuminait autrefois n'importe quelle pièce, était devenu rare et forcé. Sa mère, Éléonore, une femme aux traits raffinés et à la posture ferme, observait le déclin de son fils, le cœur serré. Elle a décidé d'intervenir. Elle ne supportait plus de voir son fils étouffé par les responsabilités, essayant d'être père, mère et PDG en même temps. Il était réticent à admettre qu'il avait besoin d'aide, à engager une nounou, insistant sur le fait qu'il pouvait tout gérer seul, que ce serait une trahison à la mémoire de sa défunte épouse, de permettre à une autre femme de s'occuper de ses enfants. Mais Éléonore savait que son fils était au bord de l'effondrement. Et c'est pourquoi elle a pris la décision d'engager elle-même une professionnelle expérimentée. C'est ainsi qu'Amélie est entrée dans la vie de la famille. Jeune, simple et humble, elle vivait dans un quartier populaire, animé et coloré, où tout le monde se connaissait par son nom et où les portes étaient toujours ouvertes. Fille d'un menuisier aux mains calleuses et d'une mère au foyer au doux sourire, Amélie avait toujours eu une affection particulière pour les enfants, un don pour calmer les pleurs et inventer des jeux. Depuis son plus jeune âge, elle s'occupait de ses neveux, des enfants des voisins, organisait des kermesses dans la rue et était connue dans le quartier comme la fille qui avait le tour avec les petits. Travailleuse et déterminée, elle a accepté cette opportunité avec une lueur d'espoir dans les yeux, même si elle savait que le défi serait de taille. Sa mère, en la voyant préparer sa simple valise avec ses quelques vêtements, lui a pris les mains et a dit « Ma fille, tu as un cœur énorme. Emporte-le avec toi et tout ira bien. » En arrivant au manoir, un géant de marbre et de verre qui semblait toucher le ciel, Amélie a senti une boule au ventre. Les portails automatiques se sont ouverts lentement, révélant un jardin aussi grand que tout son quartier. Des fontaines ornementales jaillissaient d'une eau cristalline et des sculptures de marbre décoraient les allées. Elle a été accueillie par Madame Éléonore, qui l'a saluée avec un sourire chaleureux, mais avec un regard qui l'analysait de la tête aux pieds. Pendant l'entretien, la matriarche a été directe, décrivant le champ de bataille qui attendait la nouvelle employée. Elle a clairement indiqué que chaque enfant avait une personnalité distincte et complexe. L'un était calme et timide, presque un fantôme dans sa propre maison, passant des heures dans sa chambre à lire des livres ou à dessiner en silence. Un autre était un ouragan d'énergie, super désordonné, capable de transformer un salon organisé en zone de guerre en quelques minutes. Celle du milieu était dramatique, transformant le moindre petit incident en opéra, pleurant pendant des heures si quelqu'un touchait à son jouet préféré. Et enfin, l'adolescente Isabelle, qui traversait une phase rebelle qui donnait du fil à retordre à tout le monde, sortant en cachette, répondant sèchement, s'enfermant dans sa chambre pendant des jours. Madame Éléonore a alors appelé les enfants pour qu'ils rencontrent Amélie, l'une des candidates au poste de nounou. Ils sont entrés dans le salon en file indienne, comme de petits soldats inspectant une nouvelle recrue. La réaction a été une indifférence calculée, un pacte de silence mené par l'aîné. Isabelle l'a simplement regardé avec dédain, un regard tranchant qui disait « Tu ne tiendras pas un jour ». Seule avant de se retirer dans sa chambre,
en claquant la porte avec force. Le son a résonné dans la somptueuse pièce. Les autres ont suivi son exemple, sortant un par un sans dire un mot. Madame Éléonore a soupiré, un son las qui révélait des mois de bataille perdus, et a annoncé qu'elle devait partir, mais a assuré que son fils, Laurent, arrivait pour conclure la conversation. Pendant qu'Amélie attendait, assise sur le bord d'un canapé qui coûtait probablement plus cher que sa maison, elle a observé les détails environnants, des tableaux coûteux au mur, des lustres en cristal qui reflétaient la lumière de l'après-midi, des sols en marbre si brillants qu'ils ressemblaient à des miroirs. Tout ici respirait le luxe, un monde complètement différent du sien. Une employée de maison est passée à côté d'elle et a proposé « Voulez-vous de l'eau, un jus ?» La jeune femme a répondu « Non, merci ». Puis avant de partir, l'employé s'est penché et a dit à voix basse, presque comme un secret, « Vous êtes déjà la 5e candidate qui vient ici rien que cette semaine. Aucune ne supporte même une minute. Ces enfants sont impossibles à gérer. Il y en a une qui n'a duré que 3 heures avant de partir en pleurant. Une autre a juré de ne plus jamais travailler avec des enfants. Bonne chance, mademoiselle, vous en aurez besoin. » Ce premier jour, en réalité, s'est transformé en un échec cuisant. Guidés par leur sœur aînée, le garçon désordonné et la fille dramatique ont simulé une dispute spectaculaire. Des cris, des accusations et des pleurs théâtraux ont résonné dans la maison. Le garçon a poussé sa sœur exprès et elle est tombée par terre en feignant une douleur terrible, gémissant comme si elle s'était cassé tous les os. Quand Amélie s'est approchée pour discuter, essayant de calmer le conflit avec le calme qu'elle avait appris dans son quartier, s'accroupissant pour être à leur hauteur, elle a senti quelque chose de froid et de collant couler sur sa tête. Isabelle, postée en haut de l'escalier avec un sourire victorieux, avait versé une carafe entière d'un mélange gluant qui ressemblait à un smoothie à l'avocat avec une sorte de gélatine verte sur sa tête. Le liquide a coulé dans ses cheveux, sur son visage, tachant ses vêtements simples. Les enfants ont éclaté d'un rire cruel, la montrant du doigt et célébrant comme s'ils venaient de gagner une guerre. Amélie est rentrée chez elle sale, humiliée, mais étrangement pas vaincue. Dans le bus bondé, les gens la regardèrent bizarrement à cause de la tache verte sur ses vêtements et de l'odeur d'avocat. Elle a gardé la tête haute, pensant aux yeux tristes de ses enfants derrière toute cette méchanceté. Laurent, en apprenant ce qui s'était passé en rentrant chez lui ce soir-là, a senti la colère et l'impuissance l'envahir. Il a puni les enfants, sa voix normalement calme et imposante, résonnant comme le tonnerre. « Vous allez finir par me rendre fou. Comment vais-je engager une nounou si vous les faites toutes fuir? Vous croyez que j'aime vous voir agir comme des sauvages? Votre mère serait très déçue de vous. » En mentionnant leur mère, Isabelle a senti un pincement au cœur, mais a gardé un visage dur, croisant les bras en signe de défi. À la surprise de tous, et surtout de Laurent, le lendemain de bonne heure, Amélie s'est présentée à la porte du manoir. Propre, les cheveux attachés en un chignon soigné et la même détermination dans le regard. Laurent l'a accueillie à la porte sans voix, complètement surpris. Il s'est excusé, honteux du comportement de ses enfants, la voix chargée de gêne. Elle a simplement souri et dit « Ce n'est rien. Je sais gérer ça. Je me suis déjà occupé d'enfants difficiles. Et vous savez, au fond, ils ne sont pas méchants. Ils souffrent, c'est tout. » La conversation a coulé naturellement. Et Laurent s'est retrouvé à se confier sur ses difficultés, sur le manque de sa femme, sur la peur d'échouer en tant que père, sur les nuits où il se réveillait en sueur à cause de cauchemars où il perdait aussi ses enfants. Il a parlé de sa culpabilité de ne pas pouvoir tout gérer, d'être absent aux réunions scolaires, de ne pas savoir coiffer les cheveux des filles ou discuter des problèmes de l'adolescence. Il a regardé cette jeune femme simple et a vu une force qu'il ne trouvait chez personne d'autre. Une lumière qui s'était éteinte dans sa vie depuis le départ de sa femme. « Je pense que vous êtes la personne idéale », a-t-il dit finalement. Il l'a embauchée ce jour-là. « Vous pouvez commencer demain. Je vous donnerai leur emploi du temps, la liste de ce qu'ils peuvent manger, les allergies que certains ont, les horaires de l'école, des entraînements, des thérapies, des cours de musique, enfin, c'est beaucoup de choses. Mais je vous fais confiance. » Amélie a souri, acceptant le défi avec le courage de quelqu'un qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Le lendemain matin, Amélie a commencé son travail. Pendant que Laurent se réveillait et se préparait, le bruit de la douche étouffant le silence de la maison, Amélie était déjà dans la cuisine, lisant le papier où était noté tout l'agenda des enfants. C'était une liste immense. Ballet, natation, thérapie, cours de piano, judo, anglais.
Chaque enfant avait une routine différente, des horaires qui se chevauchaient, des lieux dispersés dans toute la ville. L'employé de maison, la même que la veille, s'est approché avec une tasse de café. Bon, ils se réveillent à 6 heures. À 7 heures, ils vont à l'école. Ensuite, vous les préparez et vous attendez ici le chauffeur. Isabelle étudie l'après-midi. Gardez un œil sur elle, car cette fille donne plus de fil à retordre que tous les autres enfants réunis. Elle s'est déjà enfuie de la maison 3 fois, vous savez. Une fois, elle a passé toute la nuit chez une amie sans prévenir. Elle a failli tuer son père d'inquiétude. Samis, Amélie a souri et a dit « J'ai bien remarqué ». Amélie a fait son travail avec une patience quasi sainte. Elle a dû supporter des grossièretés, des portes qui claquent et des regards méprisants. Il y a eu des jours où elle a retrouvé ses affaires cachées, son téléphone portable plongé dans la cuvette des toilettes, ses vêtements tachés de peinture. Mais elle n'a pas abandonné. Seul un des garçons le plus timide la respectait, l'observant de loin avec curiosité. Il s'appelait Raphaël, il avait 8 ans, et parfois il laissait des petits dessins sous la porte de sa chambre. Des dessins de fleurs et de cœurs, comme si c'était sa façon silencieuse de lui dire merci d'être resté. En quittant le travail, épuisée, Amélie racontait à ses parents les histoires des enfants et les bêtises qu'ils faisaient. Sa mère, tout en raccommodant une chaussette, a dit « Pauvre père, devoir s'occuper de ses affaires, et en plus de 5 enfants tout seul. Ça doit être très difficile. » Son père, en ponçant un morceau de bois, a ajouté « Ces gens riches pensent que l'argent résout tout, mais au final, un enfant a besoin d'amour et d'attention. » Amélie, regardant le plafond de sa chambre simple, les murs écaillés et le vieux ventilateur qui tournait lentement, a répondu « C'est vrai, maman, mais je vais essayer de changer les choses dans cette maison. Je sais que j'en suis capable. » Un jour, alors que tous les enfants étaient déjà à la maison, un silence tendu planant dans l'air, Amélie les a appelés dans le salon principal. « Vous voulez vous amuser pour de vrai ?» a-t-elle demandé avec une lueur dans les yeux. Isabelle, allongée sur le canapé avec son téléphone en main, a répondu sans lever les yeux de l'écran. « On n'a pas besoin que tu nous dises quoi faire. » Amélie s'est approchée d'elle et d'un geste doux, lui a pris le téléphone des mains. « À partir d'aujourd'hui, vos téléphones resteront rangés. Vous ne les utiliserez que l'après-midi, pendant quelques heures. Et après ça, vous étudierez et jouerez. Les enfants de mon quartier jouent dehors. Ils courent, grimpent aux arbres, jouent au foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Vous ne faites que rester allongé ou sur le canapé, et c'est très ennuyeux. Vous ne vous parlez même pas, chacun dans son petit monde. Ce n'est pas une vie. » Les enfants se sont plaints, ont crié, se sont mis en colère. Ce fut difficile, une véritable rébellion. Isabelle a essayé de reprendre son téléphone, les plus jeunes ont pleuré et tapé des pieds. Mais Amélie est restée ferme, rangeant tous les appareils dans une boîte fermée à clé. Pour briser la glace, elle les a emmenés au cinéma, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des mois. Ils ont choisi un film d'aventure et Amélie a acheté du pop-corn pour tout le monde, les laissant choisir les tailles et les saveurs. Ensuite, ils se sont tous promenés dans le centre commercial où elle a acheté des glaces, les laissant choisir les parfums et les nappages. Pour la première fois depuis longtemps, les enfants ont ri ensemble, faisant des blagues sur le film et se barbouillant le visage de glace. Mais Isabelle semblait toujours de mauvaise humeur. Un mur d'indifférence l'entourait, se tenant à l'écart et ne répondant que par monosyllabes. Il faisait déjà nuit quand Amélie a parlé à Laurent, avant de partir. Elle lui a parlé du comportement d'Isabelle, de la façon dont la jeune fille semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Le père, le regard perdu vers la fenêtre où la lune commençait à apparaître, a répondu « Cette phase de l'adolescence est très difficile à gérer, et sa mère lui manque énormément. J'ai appris qu'elle avait été harcelée à l'école, car elle a été la seule à ne pas avoir sa mère présente à une fête de la fête des mères. Les autres mères ont fait un groupe, et Isabelle était restée assise seule dans son coin. Elle est rentrée à la maison en pleurant, et je ne savais pas quoi faire, quoi dire. De plus, elle me blâme pour la mort de ma défunte épouse. Elle est partie dans un accident de voiture. Ce jour-là, je conduisais, et un jeune homme ivre a percuté notre voiture. J'ai essayé de l'éviter, mais je n'ai pas réussi. J'ai survécu, mais pas elle, et Isabelle était sur la banquette arrière. Elle a tout vu. Sa voix s'est brisée, la douleur encore vive, les yeux embués de larmes. Amélie a tout écouté en silence, le cœur serré pour cette famille brisée, sentant une larme couler sur sa propre joue. Elle est rentrée chez elle et s'est dit « Cette fille, en fait, a besoin d'un type d'attention différent. Elle a besoin de se sentir vue,
écouter, aimer. Je vais essayer de l'aider. Je vais lui montrer qu'elle mérite d'être à nouveau heureuse. » Avec le temps, Amélie a commencé à participer aux réunions scolaires d'Isabelle à la place de son père, qui était constamment pris par des voyages d'affaires. Amélie allait aux représentations de théâtre, même si Isabelle jouait le petit rôle d'un arbre à l'arrière-plan et applaudissait avec un enthousiasme sincère, criant « Tu as été incroyable » quand la jeune fille passait. Elle se montrait intéressée à écouter l'adolescente, à connaître ses musiques préférées, ses peurs les plus profondes, ses colères cachées. Elle restait tard à discuter avec elle, sans jugement, simplement en écoutant. Un jour, Isabelle, surprise par cette attention sincère que même sa propre famille ne lui accordait pas, a demandé « Tu ne me trouves pas capricieuse ou ennuyeuse ?» Normalement, les adultes ne nous écoutent pas. Ils pensent que tout est un caprice, qu'on n'a pas de vrais problèmes. Amélie s'est assise à côté d'elle sur le lit en désordre, écartant quelques vêtements jetés là et a dit « Je sais que c'est une phase parfois compliquée, mais tout n'est pas un caprice. Après tout, vous avez des sentiments et ces sentiments sont réels et valides. Tu as tout à fait le droit d'être triste, en colère, confuse. Perdre ta mère n'a pas été facile, et personne ici ne te juge pour ça. Mais la véritable amitié a culminé lorsque un jour, en allant chercher Isabelle à l'école, Amélie a vu de loin quelques élèves l'embêter, la poussant contre le mur et riant cruellement. Elle les a entendus la traiter de orpheline. C'est de bizarre. Trace de la fille sans mère. Le sang d'Amélie n'a fait qu'un tour. Elle s'est approchée d'un pas ferme, les yeux brillants d'une fureur contenue, et a dit, d'une voix qui n'admettait aucune réplique, « Écoutez-moi bien. Si vous n'arrêtez pas d'embêter ma petite, je réglerai mes comptes avec chacun de vous, et je raconterai à vos parents tout ce que vous faites ici. Je serai là à la porte de l'école tous les jours pour vous surveiller. Compris ?» Craignant cette femme déterminée, les garçons se sont rapidement éloignés en marmonnant des excuses. Isabelle a ri, un rire sincère pour la première fois depuis des mois, sentant une vague de gratitude. « Waouh, tu les as fait fuir. Personne n'avait jamais fait ça pour moi avant. » Plus tard, au moment où la nounou devait partir, la jeune fille a dit, presque dans un murmure embarrassé, « Merci Amélie, vraiment. » Le père a observé la scène depuis la fenêtre de son bureau, sans comprendre la joie soudaine de sa fille, mais sentant une lueur d'espoir dans sa poitrine. Peu à peu, les enfants se sont adaptés à la nounou. Mais cela s'est produit parce qu'Amélie a été patiente et a supporté beaucoup de caprices, de rébellions et de cris. Au lieu de crier en retour ou d'abandonner comme les autres, elle a gardé patience, compté jusqu'à 3, respiré profondément et a cherché à les traiter là où, au fond, ils avaient de mal, la perte de leur mère. Elle a organisé des soirées d'histoire sur leur mère, demandant au père de raconter de bons souvenirs, des moments heureux. Elle a créé un album photo pour chaque enfant, avec des images de leur mère qu'ils pouvaient garder. Elle leur a appris qu'il était normal de ressentir le manque, qu'il était normal de pleurer, que leur mère serait toujours dans leur cœur. Mais alors qu'elle guérissait les blessures de cette famille, une histoire d'amour était sur le point de naître, et ce fut quelque chose de très inattendu. Amélie a alors profité d'un jour férié et du fait que les enfants allaient rester à la maison pour inviter Laurent et les enfants à une fête dans le quartier où elle vivait. Ce serait une fête de village avec des stands de nourriture, beaucoup de danse, de couleurs et de joie, de la musique live et des gens de tous âges célébrant ensemble. Laurent a d'abord hésité, craignant la réaction des enfants face à un environnement si différent du luxe auquel ils étaient habitués. Mais Amélie a insisté. Ce sera bon pour eux de voir comment d'autres personnes vivent, comment il est possible d'être heureux sans autant d'argent. Laurent a accepté l'invitation. « Je voudrais te remercier pour ta patience avec mes enfants. » A-t-il dit, la voix chargée de sincérité. Je t'ai désorienté, perdu dans un océan de responsabilités. Et pour moi, en tant qu'homme, il y a des questions que je ne sais pas comment aborder avec Isabelle. Des choses de fille, les changements du corps, les sentiments. Mais grâce à Dieu, tu es apparu. Et beaucoup de choses ont changé au cours de ces mois. Ma maison a retrouvé les rires, la vie. Je ne sais pas comment te remercier. Avec un sourire timide, Amélie a dit « Je sais que c'est difficile pour toi d'être à la tête de tout et seul. Ça doit être vraiment compliqué de porter un tel poids. Mais ces enfants ne sont pas méchants. Ce sont juste des enfants qui souffrent. Et j'étais aussi très turbulente dans mon enfance. Alors je les comprends parfaitement. » Laurent est allé à la fête avec les enfants et a rencontré personnellement les parents d'Amélie.
Des gens simples et accueillants qui les ont reçus avec des étreintes chaleureuses et des sourires sincères. La mère d'Amélie a préparé des crêpes, des quiches et des saucisses grillées, et le père a offert des boissons fraîches, discutant avec animation avec Laurent de menuiserie et de construction, trouvant des points communs malgré leurs réalités si différentes. Les enfants se sont rapidement joints à d'autres pour jouer, courant pieds nus dans la rue, jouant au ballon à cache-cache entre les maisons colorées. Et l'adolescente Isabelle a interagi avec d'autres filles de son âge, ressemblant enfin à une jeune fille normale, riant aux éclats et prenant des photos ensemble. La fête a duré jusqu'à la nuit, avec beaucoup de joie. Le son de musiques entraînantes berçant l'atmosphère, des guirlandes lumineuses suspendues entre les maisons, créant une ambiance magique. C'est alors qu'une musique plus rythmée a commencé et que tout le monde s'est mis à danser. Amélie a appelé Laurent. « Viens danser avec nous. Ne sois pas timide. Je suis nul en danse. » a-t-il dit en riant gêné, se grattant la nuque. « Je n'ai jamais été bon à ça. Ma femme s'en plaignait toujours. Peu importe. »« Ici, personne ne juge !» a-t-elle répondu, le tirant par la main avec force et détermination. Au premier pas, il était timide et maladroit, marchant sur ses propres pieds et sur les siens. Mais il s'est laissé emporter par la joie contagieuse de l'ambiance, par le rythme entraînant de la musique. Soudain, il a regardé autour de lui, inquiet. Où sont les enfants? Et Isabelle? Amélie a souri. Ils sont allés dans la piscine gonflable que mon père a installée dans le jardin, tu y crois? Mais ne t'inquiète pas, mes parents les surveillent. Et Isabelle est assise avec ses amis, en train de manger des gaufres et de papoter. Tout va bien. Pendant la danse, une tante d'Amélie, percevant l'alchimie entre les deux pour donner un petit coup de pouce, a mis une musique lente et romantique. Amélie et Laurent ont dansé ensemble pour la première fois vraiment, leurs corps plus proches. Et quand ils se sont regardés dans les yeux, Laurent, voyant son reflet dans les pupilles d'elle, quelque chose de différent a flotté dans l'air. Une électricité qui a fait taire le bruit de la fête autour d'eux, comme si le monde s'était arrêté de tourner à ce moment-là. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Quand Laurent a finalement dit, consultant sa montre, et voyant qu'il était plus de 2 heures du matin, « Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Il est très tard. » Les petites ont protesté en chœur, « Oh non, on veut rester encore un peu. S'il te plaît, papa, laisse-nous. On ne s'amuse jamais comme ça. » La mère d'Amélie a ri en disant, « Et si vous passiez la nuit ici? J'ai quelques matelas neufs qu'un parent m'a donnés. Vous pouvez dormir dans le salon. Notre salon est spacieux et bien aéré. Ce serait un honneur de vous avoir ici. » Laurent a hésité, pensant au manoir vide qui les attendait. Mais en voyant la joie sincère sur les visages de ses enfants, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il a accepté avec émotion. « D'accord, nous restons. Merci pour votre hospitalité. » Après que tout le monde se soit installé sur les matelas dans le salon, des couvertures légères sur eux, et la respiration des enfants devenant de plus en plus lente et profonde, alors que le quartier plongeait dans le silence, Amélie et Laurent sont restés sur le porche, sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire qui clignotait de temps en temps. Entre rires et conversations décontractées sur l'enfance, sur les vieux rêves et les projets futurs, l'ambiance est devenue plus intime. Soudain, Laurent s'est approché et avec délicatesse a touché le visage d'Amélie, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Elle sentit son cœur battre plus fort, ses jambes devenir faibles. Et là, dans cette aube tranquille, alors que les enfants dormaient et que le monde semblait s'être arrêté juste pour eux, les deux se sont perdus dans un baiser doux et passionné. Un baiser qui scellait quelque chose de nouveau et d'effrayant. Après le baiser sur le porche, Amélie sentit son cœur s'emballer, mais la peur l'envahit comme une vague froide. La réalité la frappa comme un seau d'eau glacée. Il était son patron, un millionnaire puissant, propriétaire d'un empire, et elle n'était que la nounou, une fille simple du quartier qui avait à peine terminé le lycée. Que pouvait-il vouloir d'elle à part une aventure passagère? Elle s'éloigna rapidement, murmurant d'une voix tremblante, « Il vaut mieux que j'aille dormir. » « Bonne nuit. » Laurent, surpris par sa réaction abrupte, resta immobile, la regardant disparaître dans le couloir sombre. Il essaya de se convaincre que le baiser n'avait été qu'une impulsion, fruit du manque qu'il ressentait depuis la perte de sa femme et du moment magique de la fête, mais quelque chose en lui savait que c'était le contraire, savait que ce baiser signifiait bien plus. Les jours suivants, la tension était palpable dans l'air du manoir. Amélie essaya d'agir naturellement, se concentrant sur les enfants et les tâches quotidiennes,
mais les regards échangés entre elle et Laurent trahissaient le sentiment grandissant qu'ils essayaient tous deux de cacher. Il l'observait discrètement pendant qu'elle jouait avec les enfants, admirant sa patience et son dévouement. Elle sentait son regard sur elle et devait lutter pour ne pas rougir. Le deuxième baiser eut lieu de manière inattendue. Après une longue et épuisante journée avec les enfants, où tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné, Laurent lui proposa de la raccompagner jusqu'à sa rue, disant que le chauffeur était en congé et qu'il la conduirait lui-même. Le trajet fut silencieux, mais un silence chargé de mots non dits, de regards furtifs, de mains qui se frôlèrent presque sur le levier de vitesse. La tension sexuelle était presque palpable à l'intérieur de la voiture de luxe. Lorsque la voiture s'arrêta devant sa simple maison, contraste saisissant avec le véhicule importé, Amélie détacha sa ceinture, prête à sortir et à mettre fin à ce moment de douce torture, mais Laurent lui saisit délicatement le bras, ses doigts chauds sur sa peau. « Attends » murmura-t-il, le regard fixé sur le sien intense et vulnérable. « Je n'arrive plus à faire semblant que rien ne se passe. Je pense à toi tout le temps. Je t'aime, Amélie, et je sais que c'est de la folie. Je sais que nous venons de mondes différents, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Son cœur faillit bondir de sa poitrine avant qu'il ne l'attire doucement pour un baiser profond et sincère qui scellait la promesse silencieuse que leurs regards se faisaient depuis des jours. Elle sortit de la voiture rayonnante, le visage illuminé par un sourire qu'elle ne pouvait dissimuler, flottant jusqu'à la porte de sa maison. Mais tout n'était pas rose. Quelques jours plus tard, alors qu'Amélie jouait avec les enfants dans le jardin ensoleillé, la sonnette du manoir retentit, un son strident qui brisa l'harmonie de l'après-midi parfait. L'employé de maison alla ouvrir et quelques secondes plus tard, annonça d'une voix étrange « Monsieur Laurent, vous avez de la visite. » Il apparut dans le salon et se retrouva face à une figure du passé, Caroline Dubois, élégante comme toujours, vêtue d'une robe sophistiquée bleu marine qui épousait parfaitement son corps, des bijoux coûteux brillant à son cou et à ses poignets, et arborant un sourire confiant sur ses lèvres peintes en rouge. Elle était une amie de la famille depuis l'enfance. Caroline avait toujours eu un intérêt non dissimulé pour Laurent, et, maintenant qu'il était veuf et vulnérable, elle était déterminée à le conquérir à tout prix, et elle ne laisserait pas une nounou insignifiante contrecarrer ses plans. « Caroline, » dit Laurent, surpris mais poli comme toujours. « Que fais-tu ici? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. » Elle s'avança vers lui d'un pas doux et calculé, l'enlaçant d'une manière trop intime, pressant son corps contre le sien et laissant son parfum coûteux l'envelopper. « Tu m'as manqué, Laurent. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai décidé de te rendre visite et de voir comment tu gères tout ça. Après tout, ce n'est pas facile de s'occuper de 5 enfants seuls. Ça doit être épuisant, » dit-elle avec un regard malicieux qui n'atteignait pas ses yeux froids. Pendant qu'ils discutaient, Amélie observait de loin à travers la fenêtre, sentant un malaise croissant s'installer dans son estomac. Il était évident que Caroline était là avec des arrière-pensées. La façon dont elle touchait son bras, dont elle riait trop fort à ses blagues. Caroline remarqua bientôt la présence d'Amélie et, avec un sourire forcé et condescendant, s'approcha comme un prédateur s'approche d'une proie. « Et vous devez être la nounou, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton légèrement condescendant, regardant Amélie de haut en bas avec un mépris à peine déguisé. Amélie garda sa posture, relevant le menton et répondit calmement « Oui, je suis Amélie. » Caroline sourit, mais ses yeux portaient un air de défi pur. « Ça doit être compliqué de s'occuper de tant d'enfants difficiles. J'espère que vous vous en sortez. Après tout, j'ai entendu dire que plusieurs nounous sont passés par ici avant vous, » dit-elle, laissant dans l'air une insinuation venimeuse qu'Amélie n'était pas meilleure que les autres. À partir de ce jour, Amélie comprit que sa présence dans cette maison ne passerait plus inaperçue. Caroline était prête à tout pour l'éloigner de Laurent et de la vie des enfants, et la guerre ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par une guerre froide, un mélange de tension et de méfiance. Caroline commença à apparaître fréquemment au manoir, toujours avec une excuse différente. Elle apportait des bonbons aux enfants, offrait son aide pour la paperasse, invitait Laurent à des dîners d'affaires. Amélie sentait le poids des yeux de Caroline, surveillait chacun de ses mouvements, chaque interaction avec Laurent. Mais elle essayait de se concentrer sur les enfants et son travail, ignorant la présence menaçante de sa rivale. Cependant, la situation est devenue incontrôlable. Un samedi après-midi ensoleillé,
Alors que tout semblait en harmonie et que les enfants jouaient joyeusement dans le jardin, Amélie décida de préparer un jus de fruits sains pour les petits, un mélange de fruits qu'ils adoraient après leur jeu. Elle était toujours attentive aux restrictions alimentaires, surtout avec le petit Mathieu, âgé de seulement 5 ans, qui avait une grave allergie aux arachides qui pouvait être fatale. Elle organisa tout avec un soin méticuleux, lavant les fruits, les coupant en morceaux, laissant le jus dans la cuisine pendant qu'elle devait se rendre rapidement aux toilettes. C'est dans ce bref moment d'absence que Caroline Dubois est passée à l'action comme un serpent, attendant le bon moment pour attaquer. Profitant de l'absence d'Amélie et s'assurant que personne ne regardait, elle prit discrètement une poignée d'arachides moulus qu'elle avait trouvée dans le placard où étaient rangés les encas et la mélangea bien dans la carafe de jus, remuant avec une cuillère et s'assurant que personne ne remarquerait le changement de couleur ou de texture. Son cœur battait vite, mais elle garda un visage calme, un sourire satisfait sur les lèvres. Quelques minutes plus tard, Amélie revint et servit les verres colorés aux enfants sans rien soupçonner. Les enfants étaient excités, buvant le jus et jouant, riant aux éclats et racontant des histoires. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Mathieu commence à se sentir mal. Son petit visage devint rapidement rouge et enflé, ses yeux larmoyaient, et il porta ses petites mains à son cou, essayant de respirer, émettant un son aigu et effrayant qui fendit l'air comme un couteau. « Mon Dieu, Mathieu !» cria Amélie, paniquée, ne sachant que faire, son monde s'effondrant en quelques secondes. Caroline, voyant la scène se dérouler exactement comme prévu, s'approcha rapidement et dit avec un faux calme et une fausse inquiétude « Il s'étouffe. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Vite !» Sans réfléchir une seconde, Caroline prit le garçon dans ses bras et courut vers la voiture, avec Amélie désespérée qui la suivait, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. À l'hôpital, Mathieu reçut les premiers soins à temps, une injection d'épinéphrine qui lui sauva la vie. Et il fut hors de danger, après quelques heures tendues aux urgences. Amélie, cependant, se sentait terriblement mal, la culpabilité la rongeant de l'intérieur, essayant de comprendre comment cela avait pu se produire alors qu'elle avait été si prudente. Quand ils retournèrent au manoir à la tombée de la nuit, Laurent attendait dans le salon, angoissé et pâle, faisant les 100 pas. Avec Mathieu endormi dans ses bras après les médicaments, il regarda directement Amélie avec une expression indéchiffrable. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Caroline s'avança, posant une main douce sur l'épaule de Laurent. « C'était horrible, Laurent. Le petit a bu le jus et a immédiatement eu une crise allergique. C'était effrayant de voir son petit visage devenir violet. Heureusement que j'étais là pour aider à l'emmener à l'hôpital à temps, » dit-elle, lançant un regard de reproche voilé à Amélie, comme si elle était coupable de négligence grave. Le cœur serré et les larmes lui brûlant les yeux, Amélie tenta de s'expliquer. « Laurent, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai été extrêmement prudente avec tout. J'ai vérifié les ingrédients 3 fois. Je ne mettrai jamais rien qui puisse faire du mal à Mathieu. Tu sais à quel point j'aime ses enfants. » Laurent respira profondément, regardant son fils endormi dans ses bras, si petit et fragile. « Amélie, je vais coucher Mathieu et nous parlerons ensuite, » dit-il, quittant la pièce sans expression claire sur le visage, laissant un lourd silence derrière lui. Plus tard, quand il redescendit lentement les escaliers, il semblait plus calme, mais fatigué. « Écoute, les accidents arrivent. Je sais que tu es prudente, mais peut-être qu'aujourd'hui tu étais distraite. L'important est que Mathieu ait été sauvé à temps grâce à Caroline. Mais s'il te plaît, fais plus attention la prochaine fois, d'accord? Les enfants dépendent de toi. » Jean dit-il avec un sourire aimable, essayant d'apaiser la tension, mais toujours distant. Amélie, encore sous le choc et sentant qu'elle avait déçu l'homme qu'elle aimait, répondit à voix basse « Compte sur moi, je te le promets. Ça n'arrivera plus jamais. » Mais la paix était loin d'être revenue, et Amélie sentait que Caroline tramait quelque chose de plus grand. Le lendemain, alors qu'Amélie jouait avec les enfants dans le jardin ensoleillé, essayant d'oublier le traumatisme de la veille, Caroline orchestra un autre plan cruel. Elle vit qu'Amélie avait mis le chien de la famille, un golden retriever nommé Rex, dans sa niche au fond du jardin et avait bien fermé la porte de l'enclos avec le loquet. Profitant d'un moment d'inattention lorsqu'Amélie entra chercher de l'eau, Caroline déverrouilla discrètement le loquet de la niche et ouvrit le portail qui donnait sur la rue animée, le laissant grand ouvert. Quelques minutes plus tard, le chien sortit en courant à toute vitesse en direction de la rue dangereuse, aboyant joyeusement sans se douter du danger. Les enfants se mirent à crier et à pleurer,
effrayé et désespéré. Rex s'est enfui. Il court au loin. Une voiture va le percuter, cria l'une des filles, paniquée. Amélie courut vers l'avant de la maison, sentant la panique grandir et ses jambes presque flancher, voyant le chien bien-aimé courir vers les voitures. Les plus jeunes enfants étaient en larmes, pendant qu'elle essayait de rappeler le chien, criant son nom. Laurent apparut au portail, venant du bureau, essayant de comprendre toute cette confusion. Et je jure que j'ai fermé la porte de sa niche. Je vérifie toujours 2 fois, dit Amélie presque en pleurant, la voix désespérée. Caroline apparut derrière, feignant une parfaite inquiétude. Pauvre Amélie, on dirait que tu es si distraite ces derniers temps. D'abord Mathieu, maintenant Rex. Tu vas bien ? Murmura-t-elle à voix basse, assez pour que seule Amélie l'entende, un sourire cruel aux lèvres. Laurent réussit à attraper le chien avec l'aide d'un des voisins qui l'avait vu courir. Mais il commença à se méfier des erreurs successives d'Amélie, une ombre de doute plantée dans son esprit, et ainsi, sans que personne ne connaisse la vérité, Caroline continuait de saboter Amélie, déterminée à l'éloigner de Laurent et des enfants à tout prix, sans mesurer les conséquences. Mais le pire, ce qui a poussé Laurent à se disputer sérieusement avec Amélie, c'est quand Caroline a mis en œuvre son plan le plus cruel et le plus calculé. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, Caroline annonça nonchalamment en beurrant une tartine. « Eh bien, mes vacances sont presque terminées. Je reprendrai bientôt ma routine à New York. Mais je voulais profiter de ces derniers jours avec vous, surtout avec toi, Laurent, » dit-elle, lançant un sourire subtil et regardant Amélie du coin de l'œil avec supériorité. Laurent sourit poliment, mais son regard semblait perdu dans des pensées confuses. Amélie, à l'arrière-plan, organisant le petit déjeuner des enfants, écoutait la conversation sans rien dire, observant simplement avec l'estomac noué. C'est dans ce climat tendu que Caroline élabora son plan le plus risqué et le plus dangereux. Le lendemain, un jeudi pluvieux, alors qu'Amélie emmenait les plus jeunes au parc couvert du centre commercial pour qu'ils puissent jouer malgré le mauvais temps, Caroline resta au manoir avec Isabelle, qui était punie pour ne pas avoir fait ses devoirs pour la 3e fois consécutive. Caroline y vit l'occasion parfaite pour son plan macabre. Elle se rendit dans la chambre d'Isabelle, apportant un verre de jus et feignant une sympathie maternelle. « Tu sais, Isa, je sais à quel point c'est ennuyeux de rester enfermée ici pendant que tout le monde s'amuse dehors. La vie est trop courte pour la gaspiller ainsi. Pourquoi ne sortirais-tu pas un peu pour en profiter ?» murmura-t-elle d'une voix de serpent. Isabelle la regarda méfiante de cette gentillesse soudaine. « Je ne peux pas, mon père va encore me gronder. » Et Amélie aussi. Caroline sourit alors, jouant sa carte maîtresse avec malice. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. D'ailleurs, je te couvrirai si quelqu'un demande. Que dirais-tu d'aller à la piscine prendre un peu le soleil? Vas-y et... Attends-moi, je t'emmènerai où tu veux après. Que dirais-tu du centre commercial? On pourrait acheter cette tenue que tu voulais. » dit-elle avec un faux sourire. L'adolescente hésita, le désir de liberté luttant contre son sens du devoir, mais céda à la tentation après quelques minutes. Caroline conduisit Isabelle jusqu'à la piscine, retira discrètement la bâche de protection qui devait toujours être tendue sur l'eau par sécurité et laissa Isabelle seule là, près du bord glissant. « Je vais chercher la clé de ma voiture et mon sac. Attends ici quelques minutes, d'accord ?» dit Caroline avant de s'éloigner, souriant derrière sa façade, son plan se déroulant parfaitement. Seule et s'ennuyant, Isabelle s'assit près du bord mouillé, jouant avec l'eau froide du bout des pieds. Soudain, elle sentit une poussée forte et calculée dans son dos, une force qui la projeta complètement déséquilibrée. Ne sachant pas bien nager et paniquant, elle tomba dans la partie profonde de la piscine et commença à se débattre désespérément, avalant de l'eau, ses cris étouffés par l'eau qui l'engloutissait. Ses bras battaient frénétiquement la surface, essayant de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. Amélie, qui revenait du parc avec les garçons et était encore en train de fermer le portail de la camionnette, entendit les cris étouffés et désespérés venant du fond. « Au secours! Quelqu'un, aidez-moi !» Sans réfléchir une seconde, abandonnant les garçons dans la camionnette, elle courut jusqu'au jardin et vit Isabelle en train de se noyer, sa tête disparaissant sous l'eau. Elle se jeta dans la piscine tout habillée, l'eau glacée lui coupant la peau, et avec un effort surhumain, elle réussit à tirer l'adolescente lourde jusqu'au bord. Isabelle toussait fort, pleurant de peur, tremblant violemment. À ce moment, Laurent apparut en courant de la maison, alarmé par le bruit et les cris des enfants. «
En voyant sa fille trempée, tremblante, pâle et presque sans vie dans les bras d'Amélie, son expression passa de l'inquiétude à la fureur pure. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » cria-t-il, sa voix résonnant dans le jardin. Amélie, encore haletante et toussant de l'eau, répondit « Nous étions au centre commercial. Quand je suis arrivé, j'ai entendu des cris et j'ai vu Isabelle se noyer dans la piscine. Je ne sais pas comment elle est sortie de sa chambre. » Caroline s'approcha en courant de la maison, feignant un choc et une surprise parfaits, allant jusqu'à mettre la main sur sa bouche de manière dramatique. « J'ai tout vu de la fenêtre, Laurent. Amélie a laissé Isabelle seule ici avant de partir avec les garçons. Je pensais qu'elle s'occupait d'Isa. J'ai cru qu'il était sûr de les laisser seuls 1 minute. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. » Laurent resta silencieux pendant une seconde qui parut une éternité, son visage un masque de déception et de colère. « Tu as laissé ma fille seule à la piscine et tu es parti avec les autres garçons. Comment as-tu pu être aussi irresponsable ?» demanda-t-il d'une voix glaciale, fixant Amélie avec des yeux qui ne reconnaissaient plus la femme qu'il aimait. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Laurent, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle était punie dans sa chambre. Je ne l'aurais jamais emmenée près de la piscine seule, Laurent l'interrompit, la voix froide comme la glace. « Ça suffit, Amélie. Je t'ai confié ce que j'ai de plus précieux. Et maintenant, ça a failli se terminer en tragédie. Je ne peux pas risquer la vie de mes enfants pour rien au monde. Je crois qu'il vaut mieux que tu prennes un peu de recul. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, de savoir si tu es vraiment la bonne personne pour prendre soin d'eux. » Ces paroles furent comme un coup de poing dans l'estomac. Amélie quitta le manoir le cœur brisé, trempé, humilié, sans comprendre comment tout avait pu si mal tourner, comment l'homme qui disait l'aimer pouvait croire si facilement au mensonge. Caroline observait tout depuis le balcon supérieur, tenant une coupe de vin rouge, savourant sa victoire cruelle, un sourire satisfait sur son visage pervers. Cependant, quand Isabelle se réveilla finalement quelques heures plus tard, totalement remise de la frayeur traumatisante, mais encore effrayée, elle chercha son père et dit « Où est Amélie ?» « Et où est Caroline ?» Le père, encore inquiet et confus, assis au bord de son lit, répondit d'une voix lasse « Caroline est rentrée chez elle. » Et quant à Amélie, eh bien après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que je vais devoir la renvoyer. Je ne peux pas prendre de risques. Casse-mon téléphone, non papa, pourquoi? Elle m'a sauvé, protesta Isabelle, s'asseyant rapidement sur le lit, les yeux écarquillés. C'est décidé? Je suis désolé, mais je dois vous protéger, répondit-il, ferme mais le cœur lourd. Alors Isabelle raconta tout, les mots sortant rapidement et désespérément. Papa, il faut que tu m'écoutes. C'est la faute de Caroline, pas d'Amélie. C'est elle qui m'a dit de sortir de ma punition, que je pouvais aller où je voulais, qu'elle me couvrirait et qu'on irait au centre commercial après. Elle m'a dit de l'attendre près de la piscine. Et là, j'ai senti quelqu'un me pousser violemment dans l'eau, mais quand j'ai réussi à regarder derrière moi, je n'ai vu personne. La personne avait déjà disparu. Ça ne peut être qu'elle qui a essayé de me tuer, papa. Elle voulait me noyer! Laurent écouta le récit détaillé de sa fille, et les pièces du puzzle commencèrent enfin à s'emboîter dans son esprit comme un sombre puzzle. Il réfléchit quelques minutes en silence et dit « C'est vrai maintenant que j'y pense, depuis qu'elle est venue dans cette maison en visite, les choses ont commencé à devenir très étranges. Tous ces accidents ont commencé quand elle est apparue. » La jeune fille dit alors, avec des larmes sincères dans les yeux, « Papa, Amélie ne nous ferait jamais de mal. Elle nous aime vraiment. J'ai été si pénible au début, si méchante avec elle. Je lui ai jeté ce truc dégoûtant dessus et malgré tout, elle m'a supporté, m'a défendu contre ces idiots à l'école, est venue à mes spectacles. Fais-la revenir, demande-lui pardon. Je la considère déjà comme une mère, et je ne veux pas qu'elle sorte de notre vie. » Décidé et sentant la culpabilité peser sur lui, le père dit « Ma chérie, demain matin, papa va régler ça, d'accord? Je vais faire revenir Amélie, et je vais régler mes comptes avec Caroline. » Après être allé chez Amélie dans le quartier coloré le lendemain matin, il a frappé à la porte en bois usé, mais il n'y avait personne à la maison. Un voisin âgé, arrosant ses plantes, l'informa. Ils sont partis à l'anniversaire d'un parent à la campagne et ne reviennent que demain après-midi. Laurent remercia poliment et rentra chez lui, l'anxiété et le remords le rongeant de l'intérieur, comptant les heures. Il gara la voiture devant le manoir, son esprit encore en ébullition, avec la confession d'Isabelle et la prise de conscience de la façon dont il avait été manipulé. Il se sentait terriblement mal. Un parfait idiot d'avoir été injuste avec Amélie,
d'avoir cru au mensonge de Caroline, d'avoir blessé la femme qu'il aimait et qui avait sauvé sa fille. En descendant de la voiture, il vit Caroline debout devant la porte d'entrée, appuyée contre une colonne, vêtue impeccablement d'une robe vert émeraude et arborant un faux sourire sur ses lèvres peintes. « Laurent, mon cher, quel plaisir de te voir. Je me suis inquiété après tout ce qui s'est passé hier et j'ai décidé de passer pour savoir comment vont les choses. Si Isabelle va bien, dit-elle, essayant de paraître douce et maternelle, mais la fausseté était évidente. Mais Laurent, le visage plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu, ne répondit pas sur le même ton. Il croisa les bras et la regarda droit dans ses yeux froids. « Inquiète », répéta-t-il avec un lourd sarcasme. « Tu sais, Caroline, quelque chose ne colle pas dans toute cette histoire. En fait, beaucoup de choses ne collent pas. » Caroline, essayant toujours de garder son sang-froid, mais sentant le sol se dérober sous ses pieds, força un sourire nerveux. « De quoi parles-tu, Laurent ?» demanda-t-elle, feignant une innocente confusion. Laurent fit un pas de plus, envahissant son espace personnel, la voix basse mais dangereuse. « Isabelle m'a tout raconté. Elle a dit que tu l'avais encouragée à sortir de sa punition, que tu lui avais promis de l'emmener au centre commercial et que tu l'avais laissée seule à la piscine, sans surveillance. Plus que ça, elle a senti quelqu'un la pousser dans l'eau. C'est toi qui as essayé de noyer ma fille. Franchement, Caroline, nous étions amis d'enfance. Comment as-tu pu faire ça ?» Le visage de Caroline devint pâle comme du papier, le sang fuyant ses joues, mais elle tenta rapidement de se ressaisir, riant nerveusement. « Laurent, tu ne peux pas vraiment croire tout ce qu'une adolescente rebelle et problématique raconte. Tu as dit toi-même qu'elle était difficile. Cette fille est mal élevée, rebelle, fausse, menteuse. Elle invente probablement tout ça pour attirer l'attention. » Mais Laurent ne se laissa plus berner. « Ne fais pas l'innocente, Caroline. Et ne parle pas comme ça de ma fille. N'ose même pas. » Et ce n'est pas seulement la parole d'Isabelle. Le jardinier Jacques t'a vu avec elle près de la piscine avant l'accident. Il m'a dit ce matin qu'il t'avait vu retirer la bâche de protection de la piscine et la laisser seule là avant de rentrer dans la maison. Et il y a plus. L'histoire du jus de Mathieu qui a provoqué la réaction allergique. L'employé de maison m'a dit que tu étais seule dans la cuisine peu avant l'incident. N'y aurais-tu pas mis ton grain de sel aussi? Et le chien qui s'est enfui, tu étais à la maison ce jour-là aussi. C'était ça, petite partie. Caroline écarquilla les yeux, réalisant qu'elle était piégée, finalement sans masque à porter. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es fou. Laurent fit un pas de plus, sa stature imposante l'intimidant. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu m'as mis en danger. Tu as mis mes enfants en danger de mort. Et tu as essayé de détruire quelqu'un qui n'a apporté que du bonheur et de la paix dans ma maison pour la première fois depuis des années. Tu as tout manipulé, saboté, Amélie. Failli tuer ma fille par une jalousie maladive. Notre amitié, si tant est qu'il en restait une, se termine ici et maintenant. Et je vais m'assurer personnellement que tu ne t'approches plus jamais de ma famille. Si tu te montres à nouveau ici, j'appelle la police et je te poursuis pour tentative d'homicide. Maintenant, monte dans ta voiture, sors de ma propriété et suis ton chemin. Adieu, Caroline. Que Dieu ait pitié de toi. » Le lendemain, alors que le soleil se levait et apportait un nouvel espoir, Laurent appela Amélie dès qu'il sut qu'elle était rentrée, le ton de sa voix plein de remords et de vulnérabilité. « Amélie, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Les enfants, Isabelle, tu leur manques terriblement. En fait, tu me manques. Pouvons-nous nous discuter? J'ai besoin de tout t'expliquer. » Amélie respira profondément, luttant contre les larmes, avant de répondre avec dignité. « Je ne fuis pas les problèmes, Laurent. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, nous pouvons tout à fait discuter. » Quand ils se retrouvèrent dans le jardin du manoir, là où tout avait commencé des mois plus tôt, Laurent n'hésita pas. Il s'approcha d'elle par derrière, alors qu'elle regardait les fleurs et l'enlaça avec une tendresse désespérée, son visage enfoui dans ses cheveux. « Je sais tout maintenant. C'est Caroline qui a tout manigancé, tous les sabotages, tous les accidents. Elle a avoué quand je l'ai confrontée. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Je crois que j'ai été un imbécile aveugle. Pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu, d'avoir cru à ses mensonges au lieu de faire confiance à mon cœur. » Amélie, sentant la chaleur de son étreinte et son repentir sincère, se tourna pour lui faire face et répondit, les larmes coulant sur ses joues. « Non, tu n'as pas été un imbécile. Tu as juste été un père protecteur qui voulait protéger les enfants qu'il aime par-dessus tout. Et il n'y a absolument rien de mal à ça.
J'aurais fait la même chose. Souriant, les yeux embués, Laurent avoua, la maison sans toi est redevenue un chaos. Mais pire encore, c'est devenu un deuil. Les enfants demandent de tes nouvelles tous les jours. Isabelle pleure dans sa chambre. Je veux vraiment que tu reviennes, non seulement comme nounou, mais comme partie intégrante de notre famille. Pour les enfants, et surtout pour moi parce que je t'aime. Qu'en penses-tu? Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes de joie pure. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Vraiment beaucoup. Les rires, le désordre, même les caprices m'ont manqué. Être aimé m'a manqué. Et ainsi, Amélie retourna à la maison ce jour même. Les enfants l'accueillirent avec une joie indescriptible, riant et pleurant en même temps, sautant autour d'elle comme si elle était une héroïne revenue de la guerre. Même le chien Rex aboya joyeusement et lui sauta dessus. Profitant de ce moment parfait, avec toute la famille réunie, Laurent s'agenouilla devant elle avec un sourire passionné et ému, sortant une petite boîte de sa poche. « Amélie, veux-tu rester ici pour toujours? Épouse-moi. Je peux aussi offrir une maison neuve et confortable à tes parents pour qu'ils soient près de nous. » Amélie sourit, émue jusqu'à l'âme, mais dit « C'est certain que mes parents ne voudront jamais quitter leur quartier. C'est leur monde et ils y sont heureux. Mais moi, je veux vraiment rester avec vous pour toujours. » Elle fit une pause émue, lui tenant les mains, et ajouta « Tu sais, mon rêve a toujours été de me marier sur la plage, pieds nus dans le sable avec le bruit des vagues. » Laurent ne perdit pas de temps, ni ne lésina sur les moyens. Il réalisa le rêve d'Amélie exactement comme elle l'avait toujours imaginé. Et le mariage eut lieu sur une magnifique plage paradisiaque, avec le son de la mer berçant le « oui », le plus important de leur vie. Les enfants courant pieds nus dans le sable, des fleurs blanches décorant tout, et les parents d'Amélie présents, pleurant de bonheur. Le couple commença à vivre ensemble, de plus en plus amoureux, redécouvrant l'amour chaque jour. Les enfants étaient radieux, et enfin en paix avec la nouvelle mère que le destin, la patience et le véritable amour leur avaient donnée. Et quelque temps plus tard, le bonheur devint encore plus complet quand Amélie tomba enceinte d'une magnifique petite fille, complétant la famille de manière parfaite et apportant encore plus d'amour à cette maison qui n'était autrefois que luxe et solitude, mais qui débordait désormais d'amour, de rire et d'espoir en l'avenir.